Bonjour et bienvenue dans une nouvelle dédiée à l'innovation et aux questions que pose la société numérique. Nous commencerons par celle de la santé et de l'utilisation de nos smartphones. Ce sera avec le docteur Marc Arazi qui publie PhoneGate cet hiver. On s'interrogera notamment sur la surexposition des utilisateurs de smartphones. Est-ce qu'on est tous mis en danger par nos portables? Et puis au cœur de cette émission, tout autre sujet, là ce sera la question de la gouvernance des startups qui sera abordée avec le co-rapporteur d'un rapport de la start-up à la licorne. Car oui, quand on passe en croissance, il faut aussi se poser la question de qui garde ou prend les manettes. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber, comme beaucoup de lundis. Là, cette fois, on va s'interroger sur les mairies qui sont dans le viseur des cyberattaquants. Et nous conclurons cette édition avec l'innovation du jour. C'est une technologie française embarquée dans des baskets. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Mesures d'ondes, risques à l'utilisation intensive de smartphones sont des questions que nous abordons régulièrement dans Smartech. Cette fois, c'est avec le docteur Marc Arazi que nous allons en discuter. Alors Marc, bonjour. Vous êtes l'auteur de PhoneGate, qui est paru aux éditions Massot cet hiver. Sous le titre, on peut lire aussi « Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables ». Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'on nous ment. Alors, on nous ment sur quoi précisément? Ou à peu près sur tout. Voilà, on a surtout Mais c'est-à-dire, concrètement, nous ment sur quoi? Voilà, si vous voulez, le principe a été de mettre une réglementation pour protéger la santé des utilisateurs, et ça sous un vernis scientifique. Or, je veux le dire ici, d'ailleurs, le livre en fait la démonstration, ça n'est pas de la science. En simplifié, on a essayé de protéger les utilisateurs des effets thermiques. En fait, tous les téléphones portables aujourd'hui qui sont mis sur le marché sont à risque pour notre santé. Et il faut impérativement revoir l'intégralité de la réglementation. Et je ne dis pas que la réglementation française, il faut que ce soit la réglementation européenne et internationale. Ce sujet n'est pas franco-français. Il concerne 5 milliards d'utilisateurs. Donc la question c'est, pour vous aujourd'hui, on a des mesures qui sont réalisées sur les émissions des ondes électromagnétiques. Pour vous, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas assez protectrices? Je vais prendre un exemple, comme ça sera très concret pour les gens qui nous regardent. Il y a une réglementation européenne, il y a une réglementation américaine. Bien, sachez que depuis 1996, la réglementation américaine permet à un Américain d'être 3 fois mieux protégé qu'un Européen. Est-ce qu'on considère que ça, c'est normal? Et Sur le niveau d'onde? Sur le niveau d'exposition. Bon, il y a un certain nombre de paramètres, je ne vais pas rentrer dans le détail, et le livre est là pour ça. La réglementation permet en Europe, finalement, de surexposer tout le monde, alors qu'aux États-Unis, les mêmes téléphones portables vont nous exposer. En France, on dit que les niveaux sont plus bas que ce qu'exige la Commission européenne. C'est parfaitement, excusez-moi, mais c'est parfaitement inexact. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est... Et je pèse les mots. Qu'est-ce qui est inexact alors? Parce qu'il faut répondre précisément. Non, mais voilà, je veux dire, on a des mensonges d'État. Y compris d'ailleurs des éléments de la directive européenne, qui sont totalement fausses, qui ne sont basés sur rien. Alors expliquez-nous, donnez-nous concrètement je vais vous donner un ce qui exemple. fait que vous puissiez affirmer cela. Bah oui, non, mais c'est justement... Parce que je sais que c'est dit dans le livre, mais il faut quand même donner quelques clés à nos spectateurs. Je vais en prendre un que j'ai beaucoup répété dans le livre et qui, entre parenthèses, a évolué depuis. C'est un certain nombre de scientifiques et d'experts, y compris notre agence nationale, et vous pouvez le retrouver sur les sites de l'Agence nationale des fréquences, disait pas de souci, on a des marges de sécurité qui ont été mises en place, et en particulier une marge de sécurité de 50, ce qui fait que le fameux DAS, débit d'absorption spécifique, peut aller jusqu'à 100 ou 200 watts par kilo. Voilà. Et en se mettant, en le répétant. Et là, tout récemment, dans un échange au Parlement européen, j'ai pu faire confirmer à l'ICNIRP, c'est cet organisme qui est à la base de ces pseudo-recommandations scientifiques, j'ai pu leur faire écrire que tous ces éléments-là étaient faux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de... Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient faux? Ça veut dire que je vais reprendre les mots de Van Rongen, le vice-président de l'ICNIRP. Il a dit tous les gens qui disaient ou écrivaient cela
se trompaient, ont mal interprété Mais sur quoi? nos recommandations sur le niveau d'exposition, sur la Donc protection. ça veut dire que le point de départ de PhoneGate, c'est les smartphones que nous mesurons déjà sont au-dessus des niveaux qui sont exigés. Voilà, ça... Voilà. J'essaye d'être concrète, hein, j'avance pas à pas. Alors c'est compliqué parce que le livre fait 400 pages, donc il faut redonner l'ensemble des éléments, mais on part effectivement de résultats qui ont été de résultats de tests faits par l'Agence nationale des fréquences et qui ont montré que les seuils d'exposition, quand on les testait, non pas comme ils étaient recommandés, mais en usage réel, c'est-à-dire au contact du corps, étaient très largement supérieurs au niveau d'exposition qui était affiché par le constructeur. Donc on a aujourd'hui, si je schématise, on a deux grandes questions sur cette exposition aux ondes électromagnétiques. C'est un, est-ce que les mesures telles qu'elles sont réalisées sont suffisantes? Donc vous vous dites non, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul à le dire. On a un spécialiste des mesures d'ondes électromagnétiques qui vient régulièrement dans l'émission pour expliquer qu'il faut pouvoir tester tous les smartphones et pas seulement un prototype. Et puis tout au long de sa durée de vie, puisque... on l'utilise en général 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, et donc ça peut changer. Et puis il y a une deuxième chose, c'est est-ce que ces mesures sont suffisantes? Et vous dites non plus, c'est pas suffisant aujourd'hui, on est trop exposé. C'est bien ça? Oui, et en plus, par rapport à ce que vous nous dites, c'est qu'on sait maintenant que, comme pour le scandale du Dieselgate, d'où le nom Foodgate, des industriels ont fait quoi? Ils ont préparé des téléphones, puisque vous allez en vendre 10 millions, mais vous allez en faire certifier un seul. Donc qu'est-ce qu'ont fait un certain nombre d'industriels? Ils ont préparé le téléphone pour essayer de présenter les DAS les plus bas. Oui. Donc on a déjà ce premier élément. Et ensuite de quoi? Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont été jusqu'à mettre des logiciels espions qui pouvaient, au moment où on fait le fameux contrôle de DAS, reconnaître le fait qu'on était dans le cadre d'un test et faire en sorte d'abaisser, là encore, le seuil de DAS. Donc c'est pour vous dire que... Et vous comparez au Dieselgate. On est clairement dans la même situation du Dieselgate parce que... Mais alors là-dessus, sur les preuves, vous citez un monsieur X. Voilà, alors, vous avez parfaitement raison, nous avons, au fur et à mesure de ce travail d'enquête, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que pour arriver à ça, il nous a fallu d'abord mener des actions judiciaires qui ont permis déjà de révéler une partie des preuves, puisqu'elles étaient gardées secrètes, et aujourd'hui, elles sont disponibles. Il y a un data, l'ANFR l'Agence nationale des fréquences a été obligée de les publier, et parallèlement, si vous voulez, on a bien évidemment des gens courageux qui ont... à un moment donné, sont venus vers nous et vers moi et me dire « Oui, vous avez raison. Simplement, moi, si aujourd'hui j'apparais, ma vie sera anéantie parce qu'il faut vraiment se rendre compte des enjeux. » Et à ce moment-là, nous, on a eu un certain nombre d'informations qui ont d'ailleurs été, comme je l'explique dans le livre, parce que c'est pas ma parole, puisque par exemple le complément d'enquête qui est sorti sur France Télévisions, donc là mi-novembre, le journaliste Nicolas Vescovaci a eu l'occasion de rencontrer des sources avec lesquelles on l'a mis en contact. Mais simplement, je veux le dire parce que je trouve ça dommage, une partie des témoignages, et en particulier des sources, n'ont pas été mises dans le reportage. C'est dire aujourd'hui à quel point ces sujets font peur. Après, ça, c'est des choix journalistiques, j'imagine. Ce qui est grave, c'est le lien que vous faites avec les cancers du cerveau. Qu'en est-il? Parce que dans complément d'enquête, clairement, cette question est posée, du lien entre les deux. Qu'en est-il des faits à ce sujet? Alors là, nous avons l'Agence Santé publique France, dont on entend parler matin, midi et soir, qui a sorti son rapport annuel sur les cancers. Et pour les cancers du cerveau, et en particulier les cancers les plus graves, ce qu'on appelle les glioblastomes, qui sont des cancers avec de très 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 mauvaises solutions de traitement, ou pas de traitement du tout d'ailleurs, on a aujourd'hui une multiplication par 4 et plus
de ces glioblastomes sur les 30 dernières années, un peu ce qui correspond à la période où on a augmenté l'utilisation des téléphones portables de manière exponentielle. Et Santé publique France va jusqu'à faire le lien entre c'est le lien possible entre cette augmentation, cette multiplication et la cancérogénicité des ondes. Et pour fixer des chiffres, sur les 20 dernières années, ça représente à peu près 50 000 morts. Et aujourd'hui, on est quand même toujours au conditionnel. On n'arrive pas à avoir d'études scientifiques qui font ce lien. Alors, bien évidemment, entre le classement en 2011 par l'Organisation mondiale de la santé, qui a classé les ondes de la téléphonie mobile comme possibles cancérigènes pour l'homme, dans la classe 2B, aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, et vous avez une foultitude d'études, dont la plus, entre guillemets, la plus renommée, c'est celle du National Toxicology Program, c'est une grande étude américaine, qui a relevé le niveau d'évidence du lien entre les cancers et les téléphones portables. Et alors, vous racontez, parce que votre livre, il est construit comme l'histoire de votre combat, finalement. On vous suit avancer dans votre combat. C'est 4 ans. Et vous dites sans réelle victoire. Ça a quand même beaucoup progressé sur ce sujet. Alors, y compris les fabricants qui ont très tôt dit on ne recommande pas, ou même je crois que c'est interdit d'ailleurs, de laisser entre les mains un smartphone à un enfant de moins de 13 ans, par exemple. On recommande d'utiliser des kits mains libres. Enfin bon, il y a des tas de choses qui sont sorties qui font qu'on comprend qu'il y a une prise de conscience sur le risque des ondes sur l'homme. Enfin, ça, on peut s'en féliciter quand même, que ces sujets soient abordés aujourd'hui. Oui, non, mais si vous voulez, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'on a obtenu des victoires éclatantes, par exemple les premiers retraits de téléphones portables, aussi, ouais. Les premières mises à jour de téléphones portables. Et dans le même temps, c'est totalement inconnu du grand public. C'est pour ça d'ailleurs que le livre a un intérêt, c'est que finalement, ça va permettre de mettre tout ça en lumière. Et surtout, vous voyez ce que je veux dire, ça ne sert à rien parce que... en simplifié, on répète en boucle que tout va bien. Or, c'est totalement faux et je pense qu'il y a beaucoup trop d'intérêt en jeu pour que on aille dire une forme de vérité aujourd'hui sur le risque sanitaire, parce qu'on a 5 milliards d'utilisateurs à qui on a répété pendant 30 ans que tout allait bien, et aujourd'hui on doit prendre la mesure que effectivement c'est pas le cas. Et une des difficultés, c'est aussi de dire aux gens utilisez moins votre portable, ne dormez pas avec. Enfin bon, ça, toutes ces choses, c'est aussi du domaine de la responsabilité personnelle. L'autre combat, c'est de travailler avec les industriels, travailler sur les mesures et d'imposer des normes beaucoup plus restrictives. Merci beaucoup et effectivement faire un peu de sensibilisation, c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Merci beaucoup Dr Marc Arazi, auteur de PhoneGate aux éditions Massot. À suivre notre talk sur le passage à l'âge adulte des startups. Qui doit tenir le gouvernail des startups? Alors quand la petite entreprise devient grande, elle doit se doter d'un conseil d'administration qui devient l'organe de direction de la société. Il est composé de 3 administrateurs au minimum et d'un président du conseil d'administration. Alors ce président peut être le DG de l'entreprise, mais pas forcément. Parfois il est même préférable qu'il ne le soit pas. La gouvernance, eh bien, c'est ce sujet qui porte les questions de croissance, nous disent les professionnels. Et donc, si l'on veut plus de licornes en France, peut-être va-t-il falloir que l'on progresse aussi de ce côté-là. C'est ce que nous allons voir avec Bertrand de Talouet, directeur général de Créadev, fonds d'investissement de la famille Mullier. Il est également co-rapporteur avec Véronique Sobo de la publication de l'IFA, qui est l'Institut français des administrateurs. Ce rapport a été remis à Cédric O très récemment et il est titré « De la start-up à la licorne pour une gouvernance de croissance ». Avec moi également Mehdi Ouchalal, cofondateur de Legal Place et de Canoun, qui est un cabinet d'avocats qui accompagne la digitalisation des services juridiques des TPE-PME. Et au board de LegalTech, j'ai noté qu'il y avait 2 fonds d'investissement, 3 cofondateurs et un administrateur indépendant. On va pouvoir parler de cela. Également avec nous en visio, Marine Coty-Eslous, PDG et fondatrice de Lucine. C'est une start-up qui a été créée il y a 4 ans, spécialisée dans les thérapies numériques, les DTX, pour soulager les douleurs chroniques. Alors Lucine a procédé il y a quelques mois à une importante première levée de fonds, 5
million d'euros, à la suite de quoi elle a mis assez logiquement donc en place un conseil d'administration représentant ses principaux actionnaires. Bertrand de Talouet, bonjour, on va Bonjour. démarrer ensemble, puisque vous avez coécrit un rapport sur cette question de gouvernance des startups. Est-ce que, comme je le disais, si on veut plus de licornes en France, donc plus de géants numériques français, il va falloir que l'on progresse du côté de la gouvernance? Oui, c'était vraiment notre conviction qui a animé la création de ce groupe. C'est que beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs ne croient pas forcément à cette gouvernance qui leur paraît un peu administrative. Et puis, certains actionnaires aussi, fonds d'investissement, se disent pourquoi créer cet organe supplémentaire. La relation est simple entre le fonds d'investissement et l'entrepreneur. Et puis, on va juste faire les bons PV qu'il faut. Voilà. Et en fait, notre conviction, c'est que si on ne met pas très tôt en place cette sorte de dualité, d'altérité, j'ai envie de dire, entre l'entrepreneur, qui est un peu dans la solitude du coureur de fond parfois, et puis ce collectif, à la fois bienveillant et exigeant, qui va lui apporter un miroir, qui va lui apporter un recul, qui va lui apporter une capacité de projection, d'encouragement, alors on risque vraiment de se retrouver dans des situations de tension, de solitude, de paliers qu'on a du mal à franchir. Et en France, on a vraiment une marge de progression importante sur cette question? Oui, parce que quand on a fait ce travail d'enquête, on a constaté qu'il y avait encore ce scepticisme, ou parfois même ce rejet, ou cette défiance, ou cette tension, je le redis, entre parfois les actionnaires et l'entrepreneur, et qui avait véritablement un besoin de canaliser et d'accompagner. Et puis, le constat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, la French Tech est extrêmement dynamique. Par contre, elle crée peu encore de champions. Ouais. C'est en train de changer, hein. Mais on voit peu l'émergence de ce qu'on appelle dans notre jargon les scale-up et puis ces fameuses unicorns. Et pour cela, on pense que la gouvernance est un des moyens clés, un moyen à la fois de structuration et d'accélération. En tout cas, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. On parle souvent de la question des levées de fonds, voilà, mais pas toujours de la question de gérer la croissance et finalement le management de cette croissance. Mehdi Ouchalal, j'ai dit que vous étiez cofondateur de Legal Place et Kanoun. Legal Place, vous n'êtes plus directeur général, mais vous êtes directeur général de Kanoun également. Donc on voit que les choses bougent, évoluent. Comment ça s'est passé pour vous, la découverte du conseil d'administration, avoir un board? Alors, le board, c'est un organe au début qu'on vit comme quelque chose d'imposé, puisqu'à partir du moment où on lève des fonds, donc nous avions levé au début en seed, donc en amorçage 1 million d'euros, puis après en série A 6 millions d'euros, donc 7 millions d'euros au total. On le vit d'abord comme un organe qui est imposé par un pacte, par le document qu'on signe, qui est l'accord un peu qui va matérialiser la relation avec les investisseurs. Et donc, on le voit. Quelle est la part choisie dans la constitution du board ? La part choisie en termes de personnes. En fait, alors en général, ça c'est ce qui se fait en général, hein, c'est que les investisseurs proposent leurs membres, les fondateurs proposent aussi leurs membres, en général c'est eux-mêmes, de sorte à ce que ça crée un équilibre. Et à partir d'un certain niveau, on va nommer aussi une tierce personne qui est un membre indépendant, qui va arbitrer, le rôle principal de cette personne, c'est d'arbitrer en cas de désaccord sur certains points stratégiques. Qui n'est pas forcément donc actionnaire, même pas du tout actionnaire de l'entreprise, et qui est nommé par... Qui est nommé d'un commun accord par les deux parties, les deux grandes parties que sont les fondateurs et les investisseurs. Donc au départ, vous dites que c'est quelque chose de subi, même si on peut quand même choisir une partie de son conseil d'administration. Alors voilà, on le voit au début comme quelque chose de subi, parce que c'est un organe qu'il va falloir tenir, hein, en général, entre une fois par mois, une fois par trimestre. Et donc, il va falloir le préparer donc tout le reporting qu'il faut, à la fois financier, sur le produit, sur le marché, sur la rentabilité. Donc ça fait du travail, mais on se rend très vite compte que ce travail il est essentiel parce que ça permet de prendre du recul sur son activité, parce qu'on est très souvent, quand on est entrepreneur, on est la tête dans le guidon, on n'a pas ce temps de recul. Mais en préparant le travail, en le présentant à ses investisseurs et aux membres indépendants lorsqu'il existe, ça permet d'avoir un miroir. Et c'est exactement ce que disait Bertrand, un miroir d'un board qui va venir challenger à la fois sur le plan financier, sur le plan opérationnel, et
et je l'espère demain sur d'autres plans. C'est l'un des créés dans le groupe de travail qu'on a constitué. Il y a un autre sujet qui est l'organisation RH de la structure. D'accord, alors ça on en parlera tout à fait. On va donner la parole à Marine Cottier-Slous, donc PDG fondatrice de Lucine, qui nous parle depuis Bordeaux. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, je vous ai rencontré à l'occasion de la remise de ce rapport de l'IFA au secrétaire d'État au numérique Cédric O sur la gouvernance des startups. J'ai trouvé votre approche de la gouvernance très convaincante. Alors, dites-nous aujourd'hui dans Smartech quel rôle peut ou doit jouer la gouvernance dans le développement de l'entreprise ? Je crois qu'on ne peut pas faire sans. Si je reprends un petit peu l'histoire de Lucine, c'est une société qui a levé en site 5,5 millions et qui, du jour au lendemain, doit prendre des décisions qui vont impacter à peu près les 4 à 5 prochaines années de sa vie. Et va impacter surtout le fait de passer de la start-up à la scale-up, justement. Et cette structuration-là ne peut pas se faire qu'avec l'équipe de direction. Ce n'est pas possible. Un conseil d'administration, ça permet, à mon sens, de, comme le disait très justement Mehdi, sortir la tête de l'eau en tant que PDG, mais également de prendre ensemble des décisions qui vont impacter l'avenir de l'entreprise. Et moi, j'aime beaucoup rappeler le fait que je suis un bébé entrepreneur, que ça fait 4 ans que je suis chef d'entreprise. Avant, c'était absolument pas le cas. Et j'ai la chance au sein du conseil d'administration d'avoir 6 investisseurs et à eux tous, ils ont dû être à 300 entreprises. Donc cette richesse, ce savoir, il est essentiel pour prendre des décisions correctes. Et comment vous arrivez à créer une cohésion, un esprit d'équipe au sein de ce conseil ? Alors ça c'est compliqué. Parce que il a fallu. Nous on a clôturé notre levée de fonds en fin septembre début octobre et toute la question qu'on s'est posée, c'est comment on va passer d'une relation de négociation qui est parfois tendue parce qu'effectivement là on est vraiment dans une opposition de point de vue à créer une équipe qui va devoir travailler ensemble, qui va devoir répondre à l'intérêt de la société. Et c'est vrai que le premier conseil d'administration au mois fin octobre qu'on a réalisé était un conseil d'administration somme toute assez innovant, avec une première journée où j'ai fait intervenir un poète d'entreprise par exemple. J'ai fait intervenir aussi une patiente experte pour nous rappeler ce qu'était la douleur chronique et en fait qu'est-ce qui faisait qu'on allait se battre tous les jours pour faire que notre société fonctionne et réussir effectivement à se rappeler derrière les fonctions de financier, derrière les fonctions de CEO, qu'est-ce qui fait qu'on a voulu travailler ensemble pour un projet, qu'est-ce qui fait qu'on s'est choisi aussi, parce qu'on a eu cette chance-là par contre, c'est de se choisir, et qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à passer effectivement de l'étape de négociation à l'étape d'équipe. Alors c'est quelque chose qui prend du temps, hein. On l'a fait sur le premier conseil d'administration, on l'a fait aussi sur le deuxième, une partie sur le premier et le deuxième, en partageant de l'information sur Lucine, c'est-à-dire en refaisant quelque part une mise à niveau de ce qu'était Lucine sur tous ces aspects, pour ensuite avoir une équipe, et je dis bien une équipe, dans l'entreprise, qui va prendre des décisions avec nous. Et donc ça ça prend du temps et c'est toujours en cours. Hein. Une réaction, Bertrand Oui, je suis très touché par ce que dit Lucine, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que l'entrepreneur lui-même est aux manettes. Il ne subit pas son conseil. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il peut contribuer à choisir ses administrateurs. Et puis, il est avec son chairman, quand il y en a un, garant aussi du fait que ce collectif est un peu responsable du sens du projet de l'entreprise. Il est le miroir de l'entrepreneur pour dire le pourquoi. Et donc ce pourquoi, et donc cette journée... Les administrateurs définissent la stratégie. C'est ça, il la valide. Moi, j'aime à dire que c'est plutôt à l'entrepreneur de proposer ses options stratégiques. Mais il y a toujours cet effet miroir, ou cet effet presque maïeutique parfois, d'aider l'entrepreneur à accoucher de sa propre vision. Et c'est ce dialogue-là qui est riche, et donc de prendre une journée entière, comme vous le décrivez à l'instant, Marine, avec votre conseil, ça me paraît très sain. Et presque une fois par an, je pense que le conseil devrait prendre ce type de journée de recul. Ouais. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une marche à suivre très précise. C'est quelque chose qu'on crée, qu'on invente avec son conseil d'administration. Vous avez aussi travaillé pendant des années en cabinet d'affaires. Vous avez vu plusieurs, j'imagine, conseils d'administration. Oui. C'est un sujet complexe, ça, ce moment où on passe cette étape. Alors, comme le disait très bien Marine, on passe d'un rapport de séduction, parce que le conseil d'administration, il est issu en partie des investisseurs, donc les investisseurs, on les séduit
on leur parle de son bébé, qui est sa boîte. Et donc, on en montre les plus beaux aspects. Alors, bien sûr, il y a le business plan, on discute de beaucoup de choses. Mais donc, on passe de ce rapport de séduction à un rapport de travailler ensemble. Et c'est comme le mariage. On passe de la séduction à on est mariés, maintenant, on va construire ensemble une famille. Et cette famille, c'est l'entreprise. Et donc, le fonctionnement, alors oui, on est toujours un peu sur quelque chose de créatif, parce qu'il y a des personnalités qui vont plus ou moins bien s'entendre les unes avec les autres. Après, il y a quand même une marche à suivre, une marche à suivre avec une méthode à appliquer, et ça, enfin, il vaut mieux éviter de trop innover, parce que derrière, en fait, il faut quand même revenir au basique, qui est tenir sa boîte et avoir un conseil d'administration qui joue pleinement son rôle de conseil, clairement, il y a le mot conseil dans le conseil d'administration, et de validation de la stratégie qui est proposée par les fondateurs. Comment est-ce qu'on apprend ce métier de dirigeant d'entreprise au sein d'un conseil d'administration? Comment évolue la fonction en fait, du fondateur qui devient vraiment CEO ou DG? Oui, alors c'est un des points qu'on a voulu travailler dans ce petit groupe de travail, qui est que on ne naît pas NAIT capitaine d'industrie, et qu'il y a différents profils, et qu'il y a des fondateurs qui sont extraordinaires, mais après il faut qu'ils apprennent le management humain. C'est différent d'être obsédé par un produit, et l'obsession fait partie du fondateur, que d'animer des équipes. Et puis c'est différent d'animer des équipes que d'organiser et de structurer une scale-up et une future ETI. Et donc, ces différentes étapes du fondateur, parfois un peu narcissique, parfois un peu obsessionnel, parfois égoïste, mais il faut ça pour démarrer, à celui qui, au contraire, est dans l'empathie, qui est le propre du management humain, puis après, celui qui va être dans l'organisation, qui est le propre du capitaine d'industrie. Je pense que le conseil a un rôle majeur à jouer dans cet accompagnement, dans ce grandissement de l'entrepreneur à côté de la croissance de son entreprise. C'est les deux qu'il faut mener en parallèle. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de cas de cofondation, c'est votre cas d'ailleurs. Donc on arrive avec un binôme, souvent. Il y en a un qui est peut-être plus dans la technologie, l'autre qui va être plus dans la stratégie, le marketing. Donc finalement, avec ce binôme, on a déjà un embryon de président-directeur général. En fait, c'est ça. On a très souvent dans les cofondateurs, on a des binômes ou même 3-4 personnes qui ont chacun un rôle à jouer dans le lancement d'une start-up. Et donc il y en a un qui va s'occuper du produit, l'autre de la tech, l'autre du marketing, comme vous le disiez. Ils ont des compétences, ils sont très forts. S'ils arrivent à lever en seed, en série A, ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont passionnés par leurs produits, passionnés par le marché, passionnés par la manière dont ils vont adresser le marché et craquer quelque chose. On utilise beaucoup ce terme de craquer un marché. Ouais. Mais derrière, ce ne sont pas du tout les mêmes compétences auxquelles on va faire appel quand on va passer au stade de scale-up. Ça veut dire quoi, scale-up? Qu'est-ce qui change alors? La scalabilité, en fait, c'est quoi? C'est faire face, donc c'est un terme issu de emprunter de l'informatique. Passage à l'échelle, tout en gardant le même niveau, un niveau de production qui permet de supporter une multiplication du volume d'affaires par 15, 20, 30, et une structure de coût rentable. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir déléguer. Donc, alors déléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place une structure pour embaucher les bons talents, donc trouver les bons talents, mettre en place une architecture RH. Dans l'architecture RH, il y a quoi? Il y a une organisation juridique interne. Nous, chez Canoun, on aide beaucoup les startups à mettre en place cette architecture du point de vue juridique. Il y a aussi, au-delà de l'architecture juridique, il y a aussi les valeurs, en fait. Définir une culture d'entreprise, et ce n'est pas que la culture baby-foot. La culture d'entreprise, c'est les valeurs. Les fondateurs doivent faire appel à leurs valeurs pour les diffuser en interne. Donc il faut qu'ils les définissent. On peut avoir par exemple des valeurs de frugalité, je fais beaucoup avec peu, des valeurs de dépassement de soi, je fais toujours plus que ce qu'on attend de moi. On peut avoir des valeurs d'empathie client. Tout ça, il faut le définir et après le diffuser dans sa structure. Et on n'est pas armé pour le faire. Et le conseil a vraiment son rôle à jouer pour aider les fondateurs à aller vers ça. Marine Cottier-Slous, en fait, les valeurs, quand on est fondateur d'une start-up, on les a. Mais est-ce que c'est compliqué de les définir et de les transmettre? Est-ce que c'est un moment peut-être de vulnérabilité pour le fondateur? Alors oui, clairement, c'est un moment de vulnérabilité parce que je trouve que ce que Adi et Bertrand ont dit est très juste, c'est-à-dire que fondateur, son boulot, c'est le lancement de la société. C'est d'avoir l'idée, c'est de structurer quelque chose qui va demain pouvoir s'épanouir dans une société plus importante. Et ce qui est très intéressant, je crois, aujourd'hui, c'est que ce passage où on a un conseil d'administration, le fondateur
n'est pas suffisamment accompagné, à mon sens, à la fois à travers des formations, mais aussi au démarrage de sa société, à lui faire prendre conscience que peut-être demain, c'est pas déléguer qu'il va falloir faire, mais laisser sa place. Parce que être fondateur, être dans le lancement, être dans la garantie effectivement des valeurs de sa société, c'est aussi peut-être admettre qu'on va pas tout le temps être la bonne personne pour gérer cette société et gérer sa croissance. Et ça, très souvent, ça se fait, cette prise de conscience, très souvent, se fait dans la douleur. Se fait dans la douleur parce que c'est le conseil d'administration qui va pointer du doigt cette possibilité. Le fondateur ne va pas être préparé à ça. Et il est vrai que là, on a deux modèles culturels qui s'opposent. Hein. On a le modèle, je dirais, français, européen. On considère qu'une entreprise qui réussit, qui est dans une bonne scale-up, c'est le fondateur qui a pu passer toutes les étapes. Et donc passer les étapes de croissance d'organisateur et qui a pu se former, apprendre sur le tas avec ce conseil d'administration et faire en sorte demain d'amener sa société sur les marchés boursiers. Là où c'est très intéressant, le marché américain est complètement opposé, parce que le marché américain va garder ses fondateurs pour garder ses valeurs, mais par contre, la gestion de l'entreprise, quasiment à chaque levée de fonds, vous avez un CIO différent. Et là, pour le coup, on ne considère pas que la réussite de l'entreprise tient du fait que le fondateur est resté CEO de la boîte. Et je crois que la vérité se situe un peu entre les deux, mais je crois surtout sincèrement que c'est un moment qui est très difficile pour le fondateur parce qu'il n'est pas accompagné à ça. Et là, je parle à titre très personnel. Moi, là, j'ai considéré avoir postulé de nouveau dans mon entreprise. J'ai postulé au poste de CIO. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour être le meilleur CIO pour mon entreprise. Je ne sais pas non plus si j'aime ce métier-là parce que je ne l'ai jamais fait. Et j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui, effectivement, m'accompagne énormément dans cette transformation et m'a accompagnée dans cette réflexion aussi. Sans me mettre la pression de, vous savez, oh là là, de toute façon, elle a 31 ans, c'est une femme, il va vite falloir qu'on la remplace, celle-là. Non, non, au contraire. On a eu dès le départ des discussions très claires là-dessus. Des discussions très claires sur le fait que ce qui était le plus important, c'était avoir la bonne personne au bon endroit. Et oui, c'est un moment de grande vulnérabilité qui n'est pas facile à passer, ouais. Donc ça veut dire que le modèle à privilégier serait plutôt celui d'un fondateur président et de la nomination d'un directeur général ? Non, non, non. Je pense que les fondateurs sont au début les premiers opérationnels, donc ils sont directeurs généraux. La question est pour eux déjà d'accepter, et bravo pour... Je cherche ton prénom depuis tout à l'heure. Marine Cotty. Voilà, Marine. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis sur la... Et bravo pour cette modestie, parce que tous les fondateurs ne l'ont pas. Hein. Beaucoup d'humilité, oui. Voilà, beaucoup d'humilité, pardon. Et donc, cette capacité à un moment de se dire, j'ai besoin d'une altérité, et puis j'ai besoin aussi peut-être d'une altérité qui va jusqu'à séparer la fonction de CEO, et souvent les fondateurs au début sont CEO, de chairman. Ça, même quand on est majoritaire, ça peut être souhaitable d'avoir ce coach, ce chairman qui vient réguler un peu et permettre à l'entrepreneur de, finalement, de ne pas être au four et au moulin et des deux côtés de la table. Et puis parfois, en effet, Marine a raison de le dire, il faut avoir cette humilité et cette capacité de reconnaître qu'on n'est plus le bon patron, mais pour autant, on peut parfois rester l'âme de son entreprise. Et on peut devenir, pour le coup, chairman ou CTO ou Chief Development Officer. Il n'y a pas de titre en français, là, dans tout ce que vous me citez. Voilà. Mais... responsable du développement, responsable de la technologie. Okay. Tous les cas sont possibles. Parce que c'est vrai que dans les entreprises américaines où les symboles sont forts, tous les fondateurs sont encore fortement présents pour dicter la stratégie. Alors, on le dit oui, pour dicter la stratégie, absolument. Mais on le dit dans le rapport, hein, il y a 30% dans 30% des licornes, ils ont quand même cédé leur place. Hein, donc, et Marine avait très raison de le préciser, hein, c'est très culturel. En France et en Europe continentale, hein, on a la vision du fondateur infaillible et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Et un conseil d'administration intelligent, c'est un conseil qui va petit à petit aider le fondateur à prendre conscience du fait que l'intérêt finalement de la boîte dépasse son ego et placer son ego dans la boîte qu'il a créée, dans le bébé qui va vivre sa propre vie. Parce que on a vu d'ailleurs dans la presse pas mal de papiers sur ces fondateurs chassés par leur conseil d'administration, chez Sarenza par exemple. Oui, alors un des enjeux de notre rapport, c'est effectivement de faire en sorte que ça soit le plus fluide possible. C'est-à-dire que souvent, quand c'est brutal, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette gouvernance, qu'il n'y a pas eu ce dialogue
en transparence et en confiance. Alors, dans le rapport, vous citez 7 clés à l'attention des entrepreneurs et entrepreneuses pour faire de cette gouvernance un élément de performance. Est-ce qu'on peut les citer, ces 7 clés ? Oui, alors la première, c'est le mentorat. C'est de dire que quand on démarre un projet, il faut tout de suite penser cette altérité. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, parfois un entrepreneur, il peut avoir son collègue qui est avec soi, mais ça n'empêche pas le regard d'un tiers. Et souvent, c'est un autre entrepreneur qui est libre de jugement et qui est vraiment dédié au succès de son collègue. Et donc, aller chercher un entrepreneur qui vient jouer un peu le rôle du confident dans la tragédie de Racine, si je puis dire, ça, c'est très utile. Et puis, c'est comme ça qu'émerge progressivement une dualité, une gouvernance, et puis un collectif avec les premiers investisseurs qui viennent. Le deuxième clé majeure, c'est confiance et transparence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de vertu du conseil si l'entrepreneur ne se sent pas libre de dire tout ce qui se passe. Et en bienveillance, tout dire au conseil d'administration. Y compris ses difficultés, y compris ses enjeux. Et ça veut dire qu'en retour, il attend une bienveillance qui n'empêche pas l'exigence et qui n'empêche pas ce dialogue, y compris sur sa propre pertinence. Donc ce jeu-là, il paraît simple, il paraît plein de bonnes intentions, il n'est pas gagné. Il y a beaucoup de conseils dans lesquels progressivement, consciemment ou pas, se développe une forme de défiance. Parce qu'il y a eu un incident. Et à ce moment-là, l'entrepreneur se recroqueville. Et là, on va à l'échec. Ouais. Et donc cette qualité d'instaurer la confiance, y compris de la part des administrateurs, d'éviter de jouer un jeu de rôle. Le conseil n'est pas l'assemblée des actionnaires. Et très souvent, dans les fonds d'investissement, c'est un peu le risque, c'est qu'on confond l'intérêt des actionnaires et l'intérêt de l'entreprise. D'où l'intérêt, troisième clé, d'avoir un indépendant. Très tôt, de placer quelqu'un qui ne soit pas le représentant de tel fonds d'investissement ou des fondateurs, mais d'avoir quelqu'un qui vient pour son expertise, sans avoir d'intérêt particulier. Il peut lui-même investir un peu, nous le recommandons. Oui. D'accord. Ni trop ni pas assez. Parce qu'en investissant, quand même, c'est son argent, donc il se sent impliqué, mais il n'est pas en conflit d'intérêt. Et cet indépendant-là apporte, et ça peut être le chairman, apporte une qualité de régulation qui est nécessaire pour éviter que le conseil se transforme en chambre des tensions des actionnaires et des fondateurs qui sont inévitables dans la vie d'impact. Voilà. Donc voilà un troisième clé qui nous paraît importante. Une quatrième clé, c'est que nous sommes là, nous, dans ce groupe, pour dire grandissez, passez à l'échelle. Et ce passage à l'échelle suppose d'anticiper. Et ça suppose qu'il y ait un dialogue stratégique dans les conseils. Et donc qu'on évite de parler pendant 3 heures du passé et du reporting. Le reporting peut se faire dans des business reviews à part, et puis on passe un quart d'heure sur le passé. L'essentiel, c'est de parler du futur, c'est de parler des hommes et des femmes de l'entreprise, c'est de parler des options stratégiques. Et ce temps-là, ce temps de prospective et d'options. Et pour ça, il faut aussi que l'entrepreneur arrive avec des options, qu'il ne vienne pas avec un deck fermé, mais qu'il vienne avec des problématiques, qu'il arrive à problématiser ses propres défis. Et à ce moment-là, se joue une clé majeure, la dernière qu'on a indiquée, qui est l'expression est banale, mais elle est très importante, cette intelligence collective. C'est-à-dire que si personne ne vient avec une volonté de domination, s'il n'y a pas d'emprise, et s'il y a un respect de la diversité des profils, à ce moment-là, il se passe ce miracle, qui est que l'intelligence collective est plus intelligente que la passion de l'entrepreneur et que l'intelligence suprême de tel ou tel administrateur. Donc l'expertise chiffrée de l'entreprise. On va demander à Marine Cottier-Sloux si elle se projette déjà comme une licorne. Alors j'aimerais bien, mais moi j'aimerais bien être une entreprise du CAC 40. Être une industrie française. Voilà, moi j'ai une préférence pour le terme industrie française que licorne, parce que industrie française, pour moi, ça veut dire qu'on a nos cornes, entre guillemets, on a notre réussite par notre chiffre d'affaires et pas par la levée de fonds. La levée de fonds doit être un moyen et pas une finalité. C'est pour ça que j'ai une préférence pour devenir, j'espère, une big farm digitale française. Très bien. On le souhaite à Lucine. Juste d'un mot, on n'a pas tellement eu le temps de l'aborder, mais pour vous, une des clés de la réussite, c'est la gestion des talents dans une entreprise. C'est très important pour les startups. Et le conseil d'administration peut jouer un rôle là-dessus. Complètement. En fait, assez rapidement. Oui, assez rapidement. Mais on en a parlé, hein, mais en gros, il ne s'agit pas que de recruter des bons CV, des gens en fonction. J'ai recruté des gens qui ont des super diplômes, ingénieurs, écoles de commerce. Il faut vraiment. Enfin, on peut prendre la métaphore de l'équipe de France. Hein. Il faut trouver les gens qui vont pouvoir interagir entre eux pour mener un collectif. Et c'est très important.
Donc voilà, et les fondateurs n'ont pas forcément les clés pour ça. Et ça, en conseil Le conseil d'administration peut les aider. C'est un des sujets. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Marine Coty-Eslou, PDG fondatrice de Lucine, Bertrand de Talouet, directeur général de Créadev et co-rapporteur avec l'IFA d'un rapport de la start-up à la licorne, et Mehdi Ouchalal, cofondateur et directeur général de LegalPlace et de Canoun. Merci. Juste après la pause, c'est l'alerte cyber. Et nous voilà de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous, l'alerte cyber avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, cyberchercheur et fondateur du site d'alerte zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Aujourd'hui, alors on lance l'alerte auprès des mairies qui n'échappent pas aux attaques évidemment. Oui, clairement. Il y a quelques jours, les autorités canadiennes, bulgares, américaines mettaient la main sur un opérateur de ransomware. Vous savez, NetWalker. NetWalker, on en parlait il y a quelques mois déjà. C'est un groupe de pirates informatiques qui ne se connaissent pas, ces pirates informatiques, mais par contre qui exploitent un logiciel permettant de rançonner des entreprises privées, des entreprises publiques, bien sûr des mairies, des médiathèques, sur plusieurs formes. Alors, infiltrer les machines, exfiltrer les données, chiffrer ordinateurs, serveurs et les fichiers qu'ils peuvent trouver. Bref, la finalité, c'est faire payer les sociétés pour reprendre la main sur leur matériel, mais aussi espérer ne pas finir en otage numérique, vous savez, avec les documents internes qui ont pu être volés, mais aussi revendus, diffusés publiquement, gratuitement sur différents sites. Et parmi les victimes de ce groupe pirate, on avait par exemple la ville de La Rochelle ou encore l'école des nurses de l'Ontario, soit plusieurs centaines de victimes. Alors, des opérateurs affiliés, et l'opérateur qui vient d'être arrêté est un opérateur canadien. Et il aurait, à son tout petit niveau, imaginez un petit peu la chose, impacté 91 entreprises, dont des mairies, pour un total, accrochez-vous bien, 27 millions de dollars de rançon, rien qu'à lui. Oh. Donc on peut dire que les municipalités semblent être une cible de choix. C'est une cible de choix. Pourquoi ? D'abord parce qu'il suffit malheureusement d'écrire leur mission et de répondre aux citoyens. Et donc leur envoyer un courriel avec une pièce jointe est encore un élément qui se fait encore trop facilement. Et j'ai lu dernièrement une étude qui parlait d'une flambée d'attaques informatiques contre les mairies en France, avec une hausse des cyberattaques à l'encontre des collectivités locales. L'étude parle de 50% de hausse rien que cette année. Alors, malheureusement, ce chiffre aussi ne veut rien dire. Alors ok, on a eu le droit sur ces 365 derniers jours au piratage de la ville de Angers, La Rochelle, Marseille, Vincennes, Alfortville, Annecy, et j'en passe. Parce que 159 communes ont avoué le problème auprès du portail cybermalveillance, mais combien n'ont rien dit. Alors, motus et bouche cousue, tant que les pirates n'ont rien diffusé sur la toile, que ce soit sur le web, celui qu'on connaît tous, ou alors sur le dark web, cette partie un petit peu plus cachée, personne est au courant. C'est simple. Au mois de janvier, j'ai 4 exemples très concrets de collectivités qui... On ne dit rien. Personne n'a rien vu, on fait comme si de rien n'était, on passe tout sous le tapis, on a pu sortir les sauvegardes, et ça c'est tant mieux. Mais le problème, les entités avaient des sauvegardes, et hop, table rase, mais, et il est là le problème, est-ce que les pirates comme NetWalker ou encore comme l'outil Emotet n'ont pas permis d'extraire ces informations? Bref, plusieurs groupes ont disparu ces derniers jours, mais ils ont disparu avec les données. Je pense à Egregor ou encore au groupe PISA. Mais les données, où sont les données? Qu'est-ce qu'elles deviennent ces données volées? Le problème de ces données volées, elles peuvent être soit stockées quelque part sur les internets. Alors, je prends l'exemple de NetWalker, où on a appris qu'il achetait lui-même, avec l'argent détourné, des clouds, des espaces nuagiques. Mais il les installait aussi sur des espaces nuagiques libres et gratuits, totalement accessibles à tout le monde. Alors maintenant, il faut espérer que toutes ces informations ne ressortent pas, parce qu'elles peuvent ressortir aussi dans les black markets, comme il en existe des dizaines. Si les pirates sont passés par chez vous, il est trop tard pour les donner. Soyons très honnêtes. Alors, on entend maintenant de plus en plus de sociétés, d'entités qui nous disent « Ayez confiance, on a stoppé l'attaque ou on n'a aucune preuve des fuites de données. » Oui, mais le problème, c'est que ces populations de pirates, quand elles vous ont infiltré, elles ont exfiltré. Maintenant, il va falloir faire une veille. Bref, on n'a pas fini d'entendre. On a maîtrisé la cyberattaque. Nous pensons qu'il n'y a pas eu d'exfiltration de données. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on n'en sait strictement rien.
Merci Damien Bancal pour cette alerte auprès des municipalités. Damien Bancal de Zataz.com. On change de sujet, à suivre la découverte de baskets, des baskets très tech. À quoi ressemblera demain? On va poser cette question à Cécilia Sévry avec son innovation du jour. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va commencer la semaine de bon pied. Je fais exprès de le dire comme ça. C'est un piètre jeu de mots, désolé. Bien, parce qu'on va parler des baskets. Elles ont été développées par la marque WiseWeight. C'est une marque française, marseillaise précisément. La particularité de ces chaussures, eh bien, c'est qu'elles réduisent les chocs sur notre musculature. Mais attention, on ne parle pas d'une simple semelle qui va changer la donne. Ici, la marque a travaillé 4 ans avec des chercheurs en biomécanique. Pour tout vous dire, WiseWeight a débuté en fait avec des crampons, les chaussures pour le football, et puis ensuite ils sont passés au running. L'idée c'était vraiment de faire une technologie adaptée à des sportifs qui ont besoin de faire attention à leur corps, et puis là ils lancent le lifestyle en réunissant toutes ces compétences. L'idée c'est de réduire considérablement le mal du siècle, les douleurs du dos, mais aussi les douleurs du genou, du tendon d'Achille, voilà, de protéger le corps humain. Et donc pour ça il y a une technologie qui se cache sous la semelle. Oui, en fait 3 solutions brevetées vont être retrouvées sous la semelle. D'abord il y a la structure de la chaussure qui respecte la biomécanique du pied. Autrement dit, elle est pensée pour s'adapter à la forme du pied, même en mouvement. Et puis, par-dessus, il y a une lame de polyamide pour dynamiser la foulée, pour insuffler une impulsion et éviter que la voûte plantaire ne s'écrase sur la semelle. Ensuite, arrive le wedge. Le wedge, c'est une sorte de semelle amovible qu'on vient poser sous le talon dans la chaussure. C'est l'élément central parce qu'il est fabriqué en gel élastomère et c'est lui qui va amortir les chocs et réduire les vibrations, ces vibrations qui provoquent ces douleurs articulaires. Et donc, il va délester la charge musculaire de notre dos. Et pourquoi cette semelle est-elle amovible? Parce qu'on peut changer en fonction des besoins, en fonction de ses habitudes. Si on a besoin d'un plus grand amorti pour protéger ses articulations, on change de semelle. Et si au contraire, on a besoin d'aller faire un exercice sportif dynamique, si c'est l'idée d'être dans un exercice sportif, eh bien, on peut adapter ses performances. Donc, elle se destine à tout le monde. À tout le monde, randonneurs, sportifs, mais aussi personnel soignant, c'est important de le dire, commerçants qui restent debout toute la journée. L'idée, c'est vraiment de changer sa façon de vivre, son rapport au corps avec des nouvelles chaussures. Quand est-ce qu'on pourra se les offrir? Dans l'année, il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée parce que l'entreprise, comme beaucoup en France, a été victime un petit peu de la crise sanitaire, donc elle est obligée de ralentir un petit peu la cadence. Et avec ce crowdfunding, elle espère enfin lancer cette ligne lifestyle dans l'année. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. Vous allez nous présenter 4 jeunes pousses innovantes. À tout de suite. Merci de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation, les technologies et la société numérique. J'espère que vous aurez apprécié cette reprise. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.